Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, l'entretien de la semaine. Nous reviendrons sur les programmes qui se précisent dans la campagne des municipales. Propreté et sécurité pour Agnès Buzyn. Tranquillité et propreté pour Rachida Dati. Vous l'aurez compris, il y a quelques similitudes. Nous en parlerons avec notre invité Jérôme Fourquet. Que faut-il en déduire? Cette élection se jouera-t-elle sur les personnes plus que les idées? Hashtag LPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant toute l'émission, nous irons régulièrement et comme tous les soirs en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Fanny Conquis. Oui, Rebecca, ce soir, nous serons notamment avec David Assouline, sénateur PS de Paris. Nous parlerons avec lui évidemment des municipales dans la capitale, de la candidature Nadine Algo et des récents sondages. À tout à l'heure Fanny, mais d'abord notre grand débat. Zoom ce soir sur cette question qui doit donner quelques migraines aux membres du gouvernement. Doit-il ou va-t-il avoir recours au 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites? On ne sait plus très bien si on doit rire ou pleurer de ce qui se passe à l'Assemblée, mais ce qui est certain, c'est que ça n'avance pas. Quelle est l'issue possible de ce texte? Quelqu'un sort-il gagnant de toute cette affaire? On va ouvrir la discussion avec nos invités juste après un point sur les différentes réactions. C'est avec Marion Vigru. Le moment est historique, nous allons mettre aux voix l'article 1er. Après 7 jours de débat, les députés ont adopté dans l'après-midi le premier des 65 articles que compte le projet de loi de réforme des retraites. Mais sur les 41 000 amendements déposés, 34 000 doivent encore être examinés. Les débats s'enlisent et pour le gouvernement, le constat est clair et le discours unanime. L'opposition de gauche mène une campagne de sabotage parlementaire. Il y a clairement des responsables de la situation, ils sont très clairement identifiables, c'est notamment LFI et le Parti communiste, et tous ceux qui en réalité n'aiment pas les débats de fond et ont envie d'exciter le débat public à partir d'obstructions. Et ce blocage dans l'opposition, certains l'assument. Nous ne sommes pas cachés du fait que notre objectif est de ralentir et d'essayer de faire en sorte que ce projet de loi ne voit pas le jour. On n'est pas là, nous, pour participer à la co-construction de ce texte de loi, nous le rejetons. Le gouvernement souhaitait mener cette réforme tambour battant avec un vote espéré avant le 6 mars. Mais selon Richard Ferrand, 150 jours seraient désormais nécessaires pour boucler la réforme. Le 49.3 permettrait d'accélérer la procédure législative en faisant adopter un projet de loi sans passer par le vote des parlementaires. Si l'aile gauche du parti présidentiel n'y est pas favorable, certains ont déjà réfléchi à la forme qu'il pourrait prendre. Si 49.3, il doit y avoir, ça ne doit pas être un 49.3 couperet, bête et méchant, prenant tel quel le texte initial. Il doit tenir compte de toutes les dynamiques politiques internes et aussi la dynamique de négociation sociale qui est en cours. À ce jour, le recours au 49.3 n'est qu'une option qui incombe au seul Premier ministre. Le dernier en date remonte à 2016. Manuel Valls l'avait alors utilisé pour faire passer sa réforme du Code du travail. Et ça avait déjà fait beaucoup de bruit. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Patrick Le Yarrick, bienvenue, directeur du journal L'Humanité. Éric Delannoy, bienvenue, économiste et président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. William Tay, bienvenue, président du think tank Le Millénaire. Nicolas Tenzer, bienvenue, président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique et directeur de la revue Le Banquet. Merci à tous les quatre d'être ici. On sent bien dans le discours du côté de la majorité que l'idée du 49.3 commence sérieusement à faire son chemin, sous une forme ou sous une autre. En tout cas, l'exécutif ne dit plus du tout non fermement. À tort ou à raison, selon vous, Éric Delannoy? Alors, bien évidemment, moi, ça va plutôt être à raison. Enfin, je veux dire, quand on a un groupe parlementaire qui fait une obstruction systématique et qui ne souhaite pas le débat, souhaite le retrait du texte, une stratégie assumée qui a été maintes fois exprimée. Pour vous, il n'y a pas le choix? Il n'y a pas tellement le choix. 5% de l'Assemblée nationale ne peut pas imposer l'agenda de l'Assemblée. Donc, il faut qu'on... Mais il y a un point déjà très important, c'est pourquoi diaboliser le 49.3 Il faut rappeler quand même que c'est une modalité de la Constitution qui a été assumée par tous les gouvernements. Ce n'est que quand on est dans l'opposition où on dit que tout à coup c'est que c'est le diable et que c'est un déni de démocratie, comme l'a dit François Hollande en 2006. Ça n'a pas empêché Emmanuel Valls, un gouvernement de François Hollande, de l'utiliser 6 fois. Et donc, on y reviendra, bien sûr. Oui, donc rappelons qu'il y avait maintes occasions de faire la révision de la Constitution pour le changer, pour le supprimer, puisque c'est un déni de démocratie. Aucun gouvernement sous la Ve République n'a souhaité supprimer le 49.3. On l'a juste modifié en 2008. Alors, si on en reste à la situation d'aujourd'hui, cette situation actuelle, Patrick Le Yarrick, justifierait-elle, oui ou non, le recours au 49.3 selon vous? Est-ce que le gouvernement a raison de commencer à changer un peu le discours sur cette question? Non, on va peut-être l'utiliser. Même de son point de vue, il n'a pas du tout raison. Parce qu'il est confronté quand même objectivement à plusieurs problèmes. D'abord, il fait voter un texte
pour lequel le président de la République ne s'est pas engagé. Le président de la République ne s'est pas engagé à reculer l'âge de départ en retraite et à baisser les pensions. Secondement, le Conseil d'État a émis un avis très critique et donc il doit en tenir compte. Troisièmement, il fait une conférence de financement. On ne peut pas d'un côté faire une conférence de financement soi-disant et vraisemblablement pour déterminer les modalités de financement, ne pas la laisser se terminer et utiliser le 49.3. Donc, et il a une opinion publique qui aujourd'hui n'est pas d'accord avec ce projet de transformation. Oui, ce serait le quatrièmement, l'opinion est contre. Oui, par conséquent, même de son point de vue, il n'a strictement aucun intérêt parce que malheureusement, ça laissera des traces, mais ça laissera des traces à son détriment aussi. Et pourtant, il se pose la question, Nicolas Tenzer, ce gouvernement. Oui, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une forme de contradiction extrêmement difficile à résoudre concrètement. D'un côté, effectivement, ça ne peut pas se prolonger pendant 150 jours avec une politique d'obstruction. Ce qui est très important au Parlement, en même temps d'ailleurs qu'avec les partenaires sociaux, c'est d'avoir ce débat sur les projections financières, ce débat sur l'économie générale du régime. Mais en même temps, on ne peut pas rester non plus dans une sorte de jeu qui, d'une certaine manière, décrédibiliserait complètement l'Assemblée. Il n'est pas du tout sûr que le public, devant ce type de débats, qui ne sont pas des vrais débats, finalement, reste totalement frustré. Donc vous dites oui, pas le choix. C'est-à-dire que pour moi, c'est un dernier recours. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de solution, parce que justement, on a cette politique d'obstruction, je dirais malheureusement, il faudra en passer par là. Mais encore une fois, ce n'est certainement pas souhaitable pour personne. William Tay ? Le gouvernement ne peut pas laisser le débat se durer pendant 150 jours pour une raison qui est très simple, c'est qu'il ne peut pas avoir à la fois un Parlement qui est bloqué et arriver à la conférence de financement qui peut aboutir sur un échec et sur la possibilité des partenaires sociaux à se mettre d'accord sur la question du financement. On se rappelle que sur les possibilités de financement, c'est soit on fait baisser les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on augmente la durée de travail. Les partenaires sociaux on aura les trois. Ne peuvent pas se mettre d'accord dessus. Donc du coup, il y a une forte chance pour que le gouvernement remette en place l'âge pivot. Et le gouvernement ne peut pas avoir à la fois les partenaires sociaux contre lui, plus un Parlement qui soit bloqué. Donc moi, je pense qu'il devrait l'utiliser pour cette raison-là. D'un point de vue politique, en plus, il faut penser aussi à l'intérêt d'Emmanuel Macron. Oui, les Français sont contre. Par contre, son électorat, et c'est l'électorat de la droite qui vise pour être candidat de nouveau en 2022, et pour l'utilisation du 49.3. Oui, stratégiquement, Éric Delannoy. Ah non, mais enfin, stratégiquement, c'est très important. Et puis, il y a aussi un autre aspect qu'on ne voit pas, c'est que si jamais on va sur ce rythme-là, on reste encore 6 mois, 24 heures sur 24 quasiment, enfin bref, d'une manière totalement ubuesque, et qu'il y a d'autres projets à l'Assemblée dont il faut discuter. On ne peut pas bloquer l'agenda parlementaire uniquement sur une politique d'obstruction. Encore une fois, s'il y avait des débats, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, s'il y avait du débat, le débat est toujours sain en démocratie. Là, on n'a pas de débat. En fait, on estime que sur les 40 000 amendements, il y en a plus de 30 000 qui sont en fait en gros, ils ont pris le dictionnaire des synonymes, quelque part. Donc c'est juste absurde. On est à la limite de l'absurde. Or, les institutions démocratiques et parlementaires ne peuvent pas donner cette impression d'absurde. Et il faut qu'il y ait une réaction forte qui correspond à l'équilibre des institutions. Et ça, c'est un point important. Alors, on va poursuivre les discussions, mais on va entendre ce que nous dit un membre de La République En Marche. C'est le sénateur Alain Richard. Il est en salle des conférences avec Fanny Conquis. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. Alain Richard, dans le cadre de l'examen de la réforme des retraites, pensez-vous qu'il soit probable et souhaitable qu'il y ait un recours au 49.3 ? Oui, probable et oui, souhaitable. Parce que nous avons deux groupes très restreints de députés qui bloquent la discussion législative normale, qui est très sérieuse, qui a beaucoup d'enjeux, de 90% des députés. Notre système de règles parlementaires comporte une faiblesse, qui est qu'on n'a pas de moyens raisonnables, équitables, de dire à un groupe très minoritaire, vous utilisez un temps de parole important, mais vous n'empêchez pas les autres de discuter un ensemble d'articles qui ont des questions de fond importantes. Donc, comme les Insoumis et les communistes à l'Assemblée ont décidé de se lancer, persistent à se lancer dans cet obstacle au débat pur et simple, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à dire, sinon qu'ils sont opposés à toute réforme, mais qu'ils veulent empêcher les autres de parler de la réforme qui est souhaitable, il reste comme solution soit de laisser le débat, parce que naturellement on serait tenté de dire allez, prenez une semaine de plus et finalement... Oui, le calendrier pourrait être décalé. Voilà, enfin, difficilement d'ailleurs, mais je pense que si on mettait 6 semaines de plus, ils arriveraient... Richard Ferrand a fait la remarque en disant qu'il faudrait 150 jours de séance.
Donc c'est complètement déraisonnable. Et donc du coup, je souligne que ceux qui ont des propositions à faire, ceux qui ont une contribution réelle au débat, vont pouvoir le faire en dialogue avec le gouvernement, et que le gouvernement pourra inclure dans le projet de loi les amendements qui regroupent une majorité sérieuse et soumettre le tout au vote final du Parlement. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'en termes d'image, ce soit très Eh bien, néfaste l'image, c'est une chose. Vous êtes dans les médias, c'est normal que vous parliez d'image, mais les Français sont assez lucides pour ne pas être prisonniers d'images superficielles et pour comprendre que quand des groupes minoritaires de mauvaise foi ont décidé de bloquer le débat, il existe un moyen d'achever le débat dans des conditions équitables et raisonnables, et que c'est ce moyen qui sera pris. Merci Alain Richard d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci beaucoup Fanny Patrick Le Hiérich. Je vous voyais réagir pendant l'interview d'Alain Richard. Qu'est-ce qui vous a tant fait réagir ? Dire par exemple que les insoumis et les communistes sont opposés à toute réforme, les communistes, avec le général de Gaulle, sont à l'origine du système de sécurité sociale et de retraite par répartition. Et les insoumis comme les communistes aujourd'hui ont déposé des projets de réforme des systèmes de retraite pour les améliorer. Secondement, on dit qu'il y a 90% du Parlement, mais M. Richard, il le sait, il sait aussi bien que n'importe qui, c'est que dès lors que l'élection des députés dépend aujourd'hui directement de l'élection du président de la République pour lui donner une majorité, oui, vous ne pouvez avoir que cette majorité parlementaire, mais avec tous les inconvénients qu'elle a, parce que cette majorité parlementaire, si écrasante, n'est pas forcément représentative de l'ensemble du pays. Troisièmement, et on veut nous parler d'un certain nombre de questions, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec personne d'entre vous, puisque, par exemple, sur la question de la valeur du point, on ne dit pas la vérité aujourd'hui. Il y a une valeur d'acquisition, mais la valeur au moment de la liquidation de la retraite. Personne n'a aujourd'hui répondu à cette question. Vous dites qu'il y a de l'obstruction. Non, il y a des questions qui sont posées au gouvernement et au ministre et on n'y répond pas. Même le secrétaire général de la CFDT a dû soulever cette question du financement et c'est pour ça qu'il y a cette conférence de financement. On ne va pas, si je vous comprends bien, la mener à son terme. C'est-à-dire, on va faire une transformation du système, mais on ne saura pas s'il est financé ou pas. Et une multitude de questions comme ça qui sont posées. Et on ne peut pas discuter aujourd'hui comme si le Parlement, il avait été co-élaborateur de la loi. Ce n'est pas du tout le cas. Le Parlement, s'il avait été co-élaborateur de la loi avec des diversités, avec même des contradictions, on ne serait pas dans cette situation. Éric Delin, je vous laisse répondre et ensuite... Oui, alors enfin, vous posez des questions intéressantes. Le seul problème, c'est que ces questions-là, elles ne sont pas posées dans les débats qui sont actuellement. Bien sûr que si. Mais non, à l'Assemblée nationale, vous voyez, moi je peux vous donner quelques débats. Est-ce qu'on va remplacer respectable par digne? Il y a 30 000 amendements qui ne sont juste que de la sémantique. Ne faites pas comme si je ne regardais pas les débats comme vous. Mais je ne suis pas idiot à ce point. Je ne viens pas ici pour proférer des mensonges. Ces questions dont je parle, ce sont des questions qui sont dans le débat. Ils sont dans le débat, mais qui ne sont pas actuellement posées à l'Assemblée, bien sûr que si. Et aujourd'hui, la conférence de financement est destinée à répondre à un certain nombre de ces questions-là. Et par ailleurs, il y a des principes qui ont été posés. Et ces principes-là, personne ne les rappelle jamais parce que sous prétexte que les principes ne suffisent pas. La valeur du point, certes, il va falloir déterminer sa modalité de calcul. De mon point de vue, ce qui est important, c'est d'avoir un principe clé qui va être mis dans la loi, qui sera que la valeur du point ne descendra pas. Après, l'indicateur qui va permettre d'asseoir ce principe pour pouvoir faire en sorte qu'il ne descende pas, on a le temps pour le mettre en place. De résoudre tout alors qu'on est sur une réforme systémique qui prend en compte énormément de paramètres ne peut pas se faire en 6 mois. Venons sur les principes, mettons-nous d'accord sur les principes. Donc vous confirmez mais je confirme qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Qu'on va à l'aveuglette, que les gens ne savent pas quelles retraites auront leurs enfants. Rapidement, on a 2 autres intervenants qui voudraient intervenir. Juste un seul point, et je vous laisse terminer. Quand vous dites par exemple que c'est une réforme qui va faire baisser les pensions, mais déjà, on n'est même pas d'accord sur les principes. C'est une réforme la plus redistributrice de la Ve République. Les femmes vont en profiter, les petites pensions vont en profiter. Mais ça, c'est des faits. Je veux dire, le minimum contributif va être relevé, etc. Enfin, je ne vais pas monopoliser le débat, mais il faudrait déjà être d'accord sur des principes clés. En pension complète. Nicolas Tenzer. Oui, je pense qu'il y a effectivement... Il y a d'abord un premier fait. C'est qu'évidemment, dans le système de la Ve République, le Parlement n'est pas
co-élaborateurs. C'est-à-dire qu'on a en général, plus de 95% des projets de loi qui viennent du gouvernement, 5% de propositions de loi. Là, il s'agit d'un projet de loi qui pose évidemment un certain nombre de questions, certaines incertitudes ne sont pas levées, ça il faut le reconnaître. Et justement, ce qui est important, c'est qu'à la fois la conférence de financement et le débat à l'Assemblée nationale puis au Sénat permettent d'éclaircir ce point et de prendre en compte les différents avis. On a quand même pas seulement LREM, mais on a aussi LR, on a le Parti socialiste, qui peuvent évidemment contribuer, le Parti communiste bien sûr aussi, mais qui peuvent contribuer de manière très concrète à essayer de faire un texte qui soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair, de répondre à l'ensemble des interrogations des Français. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas, encore une fois, cette politique-là uniquement systématiquement de blocage, c'est pas 20 000 amendements qui vont éclaircir. Et c'est quand même ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on puisse essayer de poser point après point les questions essentielles, la question de la valeur de points, l'indice effectivement qui va permettre de l'élaborer, la question spécifique de certaines catégories, les enseignants, etc., qui permettent de donner une clarté qui, effectivement, aujourd'hui n'existe pas. Ça, on est tout à fait d'accord. On nous a dit au début pour les enseignants que nous disions des fake news. Et finalement, le ministre de l'Éducation nationale, il a dû reconnaître tout ceci, encore une fois, doit être discuté. Le travail des oppositions est utile. Mais ce n'est pas par ce type de débat tel qu'il est aujourd'hui lancé au Parlement qu'on va permettre d'avoir cette clarté. C'est ça le véritable problème. C'est qu'on n'a pas ce débat. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'en fait, l'utilisation, vu l'évolution et la concordance entre l'élection présidentielle et l'élection législative, les députés des oppositions doivent démontrer pourquoi est-ce qu'ils sont élus et quels sont leurs intérêts d'être élus auprès de leurs électeurs. Nos électeurs insoumis défendent les intérêts des électeurs insoumis. Les députés de droite défendent les intérêts des électeurs avec de droite. les armes dont ils disposent. Tout à fait. Et en fait, c'est leurs armes qu'ils disposent, parce que c'est la question de la rationalisation du Parlement qui a été mise en place par le général de Gaulle avec la Constitution de 58. C'est tout l'intérêt dessus. L'intérêt d'Emmanuel Macron et l'intérêt du Parlement ne sont pas les mêmes, même au sein de sa propre majorité. Il n'a pas intérêt à ce que les députés de sa propre majorité mettent en cause son propre projet de loi. Parce qu'en fait, comme c'est le gouvernement qui négocie avec les partenaires sociaux, c'est le gouvernement qui est responsable. Si vous avez des députés qui vont contre les négociations des partenaires sociaux, ça peut mettre en difficulté le président de la République. Donc le président de la République et son gouvernement ont intérêt à avoir un texte qui va vite pour dire « j'ai été élu en 2017 en opposition par rapport à François Hollande pour réformer, donc je vais vite ». Et c'est plutôt le discours qui devrait tenir à l'opposition de ce qu'a dit monsieur le sénateur, et qui devrait l'assumer clairement. Il dit clairement, je suis là pour faire la réforme des retraites parce qu'on l'avait concocté avec Jean-Paul Delevoye pendant 2 ans. Envers et contre tout. Envers et contre tout, je suis là pour réformer, et donc je vais rapidement. Et ensuite, par contre, les opposants ont raison de s'opposer. C'est tout le jeu démocratique. Alors, ce gouvernement est-il particulièrement pressé d'avancer ? Je pose cette question parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent. Éric Coquerel, qui était notre invité ce matin sur Public Sénat, nous dit oui, et pour des raisons politiciennes. Écoutez pourquoi. Si leur problème, c'est uniquement de nous forcer, nous l'opposition ou les oppositions, à passer dans le calendrier qu'ils avaient défini, dont il faut se rendre compte qu'il est un calendrier inimaginable, d'accord ? C'est uniquement un calendrier politicien pour voter tout avant les municipales. En 2 semaines, ils comptaient nous faire passer une des lois les plus importantes de la Ve République. Voilà, Éric Coquerel, invité de Bonjour chez vous avec Oriane Mancini ce matin. Quel est l'intérêt, pourquoi dit-il ça ? Quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron et ce gouvernement de faire voter la réforme des retraites avant les municipales ? En quoi est-ce intéressant d'un point de vue politique et stratégique ? C'est pas avant les municipales. Rappelons-nous que là, on est sur une première passe, c'est un premier vote. Il ne s'agit pas de dire qu'après ce vote-là, il ne se passera plus rien et victoire, le gouvernement a fait passer la loi sur les retraites. C'est pas vrai. Un peu, c'est ce que dira le gouvernement. En plus, il y a une procédure, il y a le Sénat, il y a les navettes, il y aura il n'y a pas de navette, on est en procédure accélérée. Il y aura un passage au Sénat. Il y aura un passage au Sénat et ça pourra revenir. Mais donc quel est l'intérêt politique ? Pourquoi faire voter cette loi avant les municipales ? Quel est l'intérêt ? Mais parce que le texte est impopulaire et il le sait, mais il devrait l'assumer clairement. Mais il le sera tout autant après les municipales. Mais bien sûr, une fois que c'est adopté, il pourra ouvrir une nouvelle séquence. Mais c'est pas un enjeu. On le voit ces dernières semaines, Emmanuel Macron ne s'implique pas sur la réforme des retraites. Il laisse Édouard Philippe la négocier. Il essaie d'ouvrir une nouvelle séquence, comme la semaine dernière sur la conférence à Munich sur la sécurité, comme ce week-end sur la question du budget européen ou sur d'autres questions, notamment avec le salon de l'agriculture. Il fait tout pour sortir de la question de la réforme des retraites. Son seul but, c'est qu'elle soit adoptée pour qu'il ait marqué l'histoire en ayant fait la plus grande réforme du système de retraite depuis 1945. Et il doit ouvrir impérativement une nouvelle séquence parce qu'il a l'élection présidentielle en tête. Il doit à la fois donc vous y voyez vous aussi une tactique politique très claire. Il doit à la fois concilier l'électorat de droite pour montrer qu'il est réformateur et l'électorat de gauche en ouvrant une nouvelle séquence comme ce qu'il veut faire sur la question de l'écologie.
stratégie. On est dans C'est une sa stratégie. tactique très fine. Le but, c'est d'ouvrir très vite, très rapidement l'acte 2 du quinquennat. Une autre page. Oui, non, je pense qu'il y a une volonté de toute manière à un certain moment de dire bon, maintenant on en a terminé avec cette réforme. Ça fait quand même plus de 2 ans et demi quand même que disons le chantier de cette réforme existe. On a eu quand même plus d'1 an et demi, presque 2 ans de concertation avec Jean-Paul Delevoye. On a eu de nombreuses discussions. On a eu les discussions avec les syndicats. On a aujourd'hui ce débat. On a la conférence de financement. Donc je veux dire, ça dure depuis un certain nombre de temps. Il y a un certain moment, et là je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut passer aussi à autre chose, tout simplement parce qu'on a énormément d'autres sujets qu'il faut évoquer. Et puis, à un moment, il faut effectivement que les choses se terminent. Après, on pourrait toujours être pour, être contre, l'opinion jugera, mais il faut arrêter. Alors, est-ce que le délai de 2 semaines, encore une fois, ce ne sera pas un délai de 2 semaines, hein, concrètement, soyons clairs, est tenable? Non, bien sûr qu'il n'est pas tenable. Mais il faudrait en tout cas qu'à la fin du printemps, effectivement, ceci soit réglé une fois pour toutes. Moi, je trouve qu'il y a une autre lecture qui est aussi possible d'avoir, hein, parce qu'on ne peut pas imaginer que le président de la République prenne le risque d'être totalement impopulaire juste avant les municipales en faisant appel à une procédure impopulaire, sur une réforme impopulaire. Enfin, moi, je trouve avec ça des grèves très... Je trouve ça juste absurde. Donc, en fait, il y a une autre lecture qui est extrêmement simple. La lecture, c'est de se dire aujourd'hui, ça patine, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avance pas. C'est-à-dire mettre en place une réforme qui n'avance pas, sachant que ce n'est pas encore une fois parce qu'elle sera votée qu'on ne pourra pas continuer. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas le vote qui termine la réforme des retraites. C'est le vote qui va permettre de séréniser en passant à autre chose pour qu'enfin on puisse travailler sur le fond. C'est ça qui se passe. Et en plus, on va permettre de débloquer l'agenda parlementaire sur lequel il y a au moins autres grandes réformes qui vont passer. Donc du coup, c'est beaucoup plus rationnel que ça. Hein. Je fais juste un commentaire. Je pense que vous sous-estimez l'analyse politique d'Emmanuel Macron et ses conseillers. Il le voit depuis décembre. Il est en train de perdre des voix, notamment à droite, alors que c'était sa stratégie depuis 2019, en vue d'être réélu président de la République. Il pense que seule la droite peut se qualifier et le 49.3, la droite, elle valide. Elle valide. Alors, et la réforme des retraites, elle valide. Et son but, c'est d'avancer le plus rapidement possible. Et qu'importe les municipales, qu'importe, il va les perdre, les élections municipales. Et puis l'exécutif va-t-il finalement plus vite que d'autres gouvernements pour faire passer sa réforme des retraites? On s'est un petit peu replongé. On a eu cette curiosité dans les archives pour savoir si les autres avaient fait plus long, plus court, comment ça s'était passé. On a eu quelques surprises. On vous a pris juste 2 exemples de réformes des retraites historiques. Celle d'Édouard Balladur en 1993, votée en plein été. Au mois de juillet, publié au journal officiel le 28 août, très discrètement. Et cela n'a effectivement provoqué aucun remous. Pourtant, elle faisait passer des 10 aux 25 meilleures années et elle rallongeait la durée de cotisation. Deuxième exemple, vous le voyez, celle de François Fillon en 2003, qui alignait le public sur le privé. Là aussi, le texte passe en plein été, très rapidement, puisqu'il arrive à l'Assemblée fin juin et il est voté le 4 juillet. Patrick Le Yarrick, quelle conclusion vous en tirez? Est-ce que finalement les autres gouvernements, les précédents, n'ont pas été plus malhonnêtes en faisant passer ça en plein été, histoire que ça ne provoque pas de grève et pas de remous politique? Et est-ce qu'on ne peut pas au moins reconnaître à ce gouvernement d'y aller franchement et de se mettre tout le monde à dos? Oh, mais les autres y allaient aussi franchement. Oh, bah, pas en plein été, non, c'est pas franc. Non, mais ça, je peux vous en citer, des votes faits en plein été contre... la vie des gens. Non, mais la réforme des retraites, c'est majeur. Non, ce n'est pas pareil. Là, ici, nous avons une réforme structurelle extrêmement profonde. On passe d'un système à un autre. C'est une réforme, comme on dit, systémique. Je ne sais pas si ce mot est compréhensible. Donc pour vous, il n'y a pas eu de remous parce que finalement, elle n'était pas injuste? Non, je ne dis pas ça. Pour M. Fillon, il y a eu pas mal de mouvements quand même. D'ailleurs, il s'est vanté à une télévision suisse que M. Macron était un petit joueur à côté de lui, puisqu'il lui, il avait réussi à mettre d'un coup 2 millions de personnes dans la rue. Mais là, on a affaire à quelque chose de profond. L'utilisation du 49.3, parce que ce qu'on ne dit pas, si ça se faisait, moi, je ne le conseillerais pas, même du point de vue du président de la République, parce qu'on fait ça plus 29 ordonnances. Donc, personne ne va être maître du jeu à la fin. Vous dites ça dure. Oui, moi aussi, je suis comme vous, je m'intéresse à la chose publique, je rencontre des gens, etc. J'ai suivi un peu le travail qu'a fait M. Delevoye. Je ne conteste pas qu'il y a un certain temps. Mais le commun des mortels, ma voisine de palier à Aubervilliers, celui qui travaille dans telle ou telle entreprise, lui, il n'a pas suivi tout ça. Nous sommes très peu de gens à avoir suivi au jour le jour. Il a fallu que l'humanité donne au fur et à mesure... D'ailleurs, c'est malheureusement le seul journal qui donne à la fois des textes avec lesquels il n'est pas d'accord, pour qu'on découvre à la fin
ce qu'il y avait dans ces textes, ce que voulaient dire ces textes. Donc, dire que les gens ont été informés au fur et à mesure, non, il n'y a pas eu de grands débats contradictoires. Et ce que vous dites, c'est mon dernier mot, m'inquiète plutôt, parce que si vous dites... Si vous êtes, je comprends votre démarche, vous dites, il faut y aller coup de coude. Il faut avancer, quoi. Mais vous savez, le ressentiment que ça va laisser, les gens vont se sentir humiliés, des choses faites contre eux. Ça pourrait créer une vraie défiance. Et moi, je veux bien aussi, du point de vue de la tactique électorale, la tactique politique, je comprends, je ne suis pas loin de partager votre point de vue, de votre point de vue. Mais... il n'est pas sûr que ça lui soit bénéfique. Et en tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout sûr que la démocratie y gagne. Et on pourrait avoir, tous ici, nous sommes des républicains, des démocrates, de fâcheuses surprises si ça continue. Je vais vous laisser moi, ça m'inquiète. Je pense qu'il y a un point avec lequel, ça vous surprendra peut-être, je suis assez d'accord avec vous. C'est que je pense que ce débat, tel qu'il a été conduit au sein de la commission Delevoye, a été un débat qui a été insuffisant, qui a produit insuffisamment de résultats, de données concrètes sur lesquelles s'appuyer. Et je pense que ça a été un vrai échec dans la stratégie de réforme qui a été conduite, de ne pas produire suffisamment de bases, à ce point que justement les deux personnes que vous évoquiez, votre voisine et tel ouvrier ou telle personne, peu importe d'ailleurs sa catégorie, sache concrètement ce qui pour lui ou pour ses enfants, etc., va véritablement devenir. Et qu'il n'y ait pas une donnée précise, combien moi-même je vais avoir. Combien mon fils qui commence avec tel salaire, à la fin de sa carrière, combien... Et je pense que ça a énormément manqué, ça a déstabilisé. On a eu effectivement après le discours du Premier ministre au Conseil économique, social et environnemental, mais qui n'a pas donné suffisamment d'éléments, et ça a créé un vrai trouble. Et je pense que c'est le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui aussi, nous sommes dans cette situation extraordinairement inconfortable, avec des protestations d'un côté et un sentiment qui reste effectivement de manque de débat. Il a même dit un truc qui ne tient pas, parce qu'il a dit ce sera sur les salaires, les futures retraites sur les salaires, et maintenant on veut inventer une évolution d'un revenu moyen. William Tay. Il y a deux éléments sur ce que vous dites. Quand on prend l'évolution des courbes des sondages, on voit que le projet de réforme des retraites était populaire jusqu'au moment du G7 en août dernier. Plus il a tardé, plus il a mis de temps, plus il a perdu de points. Il est passé de 67% d'opinion favorable à aujourd'hui à peu près 30 points. Donc plus il va tarder, plus il prend le risque de prendre une opposition politique et également une opposition sociale. Et plus les ministres se sont contredits entre eux aussi. Il y a eu des messages un peu parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Donc en fait, c'est le gouvernement qui a perdu des points, à commencer par le premier d'entre eux, le président de la République, lorsqu'il dit il est pour un accord sur le nombre d'années de cotisation le lendemain du G7. Donc c'est lui qui s'est trompé en premier. Sur la question de ce que vous dites, le problème c'est qu'il a découplé le projet de loi avec le financement. C'est impossible de faire des projections tant qu'on ne connaît pas la valeur du point et les années de financement. C'est impossible. Il aurait fallu coupler les deux. À ce moment-là, il était légitime de faire passer le 49.3 sur tout l'ensemble de la réforme. Moi, ce que je lui propose plutôt, c'est de reporter les réformes après les élections municipales et de faire coïncider tout le texte d'ensemble avec le financement. Et à ce moment-là, il pourrait dire le 49.3 facilement. Peut-être qu'il vous écoute ce soir, Éric Delannoy. Non, mais je trouve qu'il y a une lecture allez-y. Un peu vieille politique. C'est-à-dire, on lit les échéances électorales avec la politique de transformation. Ce qui est exactement ce avec quoi voulait rompre Emmanuel Macron et avec quoi il essaie de rompre. C'est pour ça qu'il l'a fait pas voter en plein été comme les autres. Vous verrez, ce gouvernement travaillera jusqu'au bout, ce qui n'est pas du tout le cas des précédents gouvernements et des précédents quinquennats. Donc, je ne pense pas qu'il faut lier des échéances électorales avec la procédure de transformation. En revanche, ce qui a échoué... On peut attendre après les municipales, alors. Mais je pense que ce n'est pas lié aux municipales parce qu'il y aurait trop de risques. Donc, encore une fois, je n'y crois pas à cette stratégie-là. Non, mais pour une raison simple, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème éthique d'efficacité dans la réforme. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Juste une question. Pourquoi, si les municipales n'avaient pas d'importance, il a mis la conférence de financement après les municipales plutôt qu'avant ? La conférence de financement, je vais vous dire, ça a été pour moi une réaction avec le fait effectivement de coupler le financement à la réforme systémique. Pourquoi une réforme systémique ? C'est qu'on change à la fois les principes et les pratiques.
Au départ, dans le programme, puisque c'est une réforme pour laquelle Emmanuel Macron a été élu, qui était dans le programme, c'est une réforme qui devait travailler uniquement sur les principes de réforme et ne pas travailler sur la conférence de financement à l'origine. Pourquoi ? Parce que les précédentes réformes paramétriques avaient garanti une forme de financement des retraites jusqu'en 2025-2030. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une réintroduction de ça, notamment par Édouard Philippe au mois de décembre, ce qui, à mon avis, a fait l'objet d'une négociation sur laquelle tout le monde n'était pas d'accord, au premier chef desquels, je pense, Jean-Paul Delevoye, et ça a créé, là, a commencé la confusion. Il me semble qu'il fallait travailler sur la réforme systémique, travailler sur les régimes spéciaux, et ensuite de voir la conférence de financement. Parce qu'on est sur des sujets totalement différents, et ça crée des confusions qui sont extrêmement compliquées à expliquer à la population. Et puisque ce recours au 49.3 pose autant de questions, autant de problèmes, ne faut-il pas le supprimer purement et simplement ? C'est pas moi qui pose la question, souvenez-vous, c'est Manuel Valls qui l'avait lui-même proposé lorsqu'il était candidat à la primaire socialiste. Pourtant, lui-même l'avait utilisé pour la loi travail. D'ailleurs, ça vous fait sourire. Et la loi Macron, je voudrais qu'on écoute cet extrait qui date de 2016. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide. Et puis, j'ai appris. Et puis, on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Voilà, les archives sont toujours très utiles, mais sur le fond tout de même. L'utilisation du 49.3 est-elle, oui ou non, dépassée, comme il le dit, et apparaît comme brutale, Nicolas Tenzer? Est-ce qu'il ne faut pas se supprimer? À mon avis, non. Sinon, on quitte le système du parlementarisme rationalisé de la Ve République. C'est-à-dire qu'à un certain moment, pour éviter des débats qui se prolongent, et là je ne parle pas spécifiquement du débat sur les questions de retraite, de manière générale, qui pourrait donner lieu à un certain nombre de blocages, qui pourraient traîner en longueur, qui seraient complètement incompréhensibles. La société telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, la brutalité parlementaire, encore une fois, il y a un certain moment où le Parlement est fait pour voter des lois. Et si les conditions du vote sincère, objectives, fondées sur des débats profonds, ne sont pas réunies. Mais Nicolas Tenzer, on est dans une époque post-Gilets jaunes, post-grand débat. Est-ce que ces méthodes-là sont encore justifiées? Ça n'empêche pas qu'il y a un certain moment où il faut que le gouvernement décide et que le Parlement vote en fonction ou contre, d'ailleurs, le gouvernement, ce qui est toujours sa lassitude. Ce n'est pas antidémocratique dans la mesure où, encore une fois, le Parlement, surtout si les majorités sont faibles, qu'on a un certain nombre de personnes qui quittent un groupe parlementaire, peuvent toujours renverser. C'est un outil absolument indispensable à la démocratie. Ce n'est pas un hasard si quelqu'un qui était quand même un démocrate, il faut le rappeler, Michel Rocard l'a utilisé 28 fois. 28 fois, c'est le record sous la Ve République. C'est quand même extraordinaire. Parce que justement, parce qu'on était dans un contexte où on ne pouvait pas gouverner et il faut prendre des décisions. Alors, William Tay, oui ou non, cet outil doit rester dans la Constitution? Pour moi, il doit rester, mais il faut respecter la Constitution de la Ve République dans sa totalité. C'est-à-dire que ce qui manque, le pendant du 49.3, c'est l'usage du référendum. Depuis la question de 2005, depuis qu'on a voté non au traité de constitution pour l'Europe, on a décidé de ne plus utiliser le référendum parce qu'on a estimé que les Français étaient trop stupides, ils n'étaient pas capables. D'accord, donc on sert des outils qu'on veut dans sa constitution, mais pas du tout. Ce qu'il faut, c'est tout utiliser. Il faut utiliser le 49.3 parce qu'il sert pour le gouvernement à aller plus vite, mais il faut aussi utiliser le référendum sur des grandes questions. Par exemple, actuellement, le président de la République a voulu fermer le réacteur de Fessenheim. Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas une question sur la question de notre stratégie énergétique aux Français en disant ça va tous vous concerner pendant 70 voire 100 ans. On se pose la question de la politique énergétique. Il nous reste moins de 2 minutes. Nucléaire. Oui, parce que là, si on débat sur le référendum, je ne sais pas nécessairement avec vous, mais là, ce sera un autre débat. On l'a mené la semaine dernière. Moi, je voudrais rappeler la dynamique de l'élection présidentielle. Enfin, je veux dire, on élit un président de la République pour qu'il mette en application sa vision de la société. Enfin, je veux dire... un programme. Et c'était pas dans le programme, la réforme des retraites. Ah si, la réforme des programmes... Alors, c'est ce que disait Patrick Le Yarrick. Non, c'est marqué ici. La réforme des retraites... Nous ne toucherons pas à l'âge de départ, à la retraite, ni au niveau des pensions. C'est écrit là. C'est le programme de M. Macron. Absolument. Non, mais on est bien d'accord. Il a dit qu'il posait seulement des principes de règles communes pour un service universel. Mais que la mise en œuvre de la réforme a bougé, et c'est peut-être ce qui est dommage, c'est ce que je disais juste avant. N'empêche que la réforme des retraites systémiques était dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors le 49.3, on le garde ou on le garde pas ? Et le 49.3, il faut le garder parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que la défiance des Français vis-à-vis des politiques, notamment des présidents de la République, c'est de n'avoir pas mis en œuvre les programmes pour lesquels ils étaient élus. Nous avons là un président de la République qui les met en œuvre. Il y a eu quand même François Hollande avec le Bourget, il a fait exactement l'inverse. Ne serait-ce que lui, mais je pourrais dire la même chose de Sarkozy.
Sarkozy. Emmanuel Macron a décidé de mettre en œuvre son programme. Il faut donc avoir les leviers et les capacités de mise en œuvre de programme. Je pense que le 49.3 est un des outils pour faire face à une contestation légitime, hein, parce que quand on veut changer les choses et bouger, il faut pouvoir faire en sorte de mettre en place un outil, mais dans un contexte où la pédagogie est expliquée. Patrick Le Yarrick, on le garde, ce 49.3 ? Non, en vérité, c'est l'ensemble qu'il faut transformer. C'est-à-dire, même selon la Constitution, le gouvernement conduit la politique de la nation, mais le Parlement, aujourd'hui, n'a aucun pouvoir. Donc, il faut revenir. Vous avez dit parlementarisme raisonné. Si c'était ça, ce serait formidable. Mais il rationaliser. C'était Michel Debré à l'époque. Rationaliser. Mais il faudrait revenir à un Parlement qui ait du pouvoir, dont les lois puissent être discutées et ne pas utiliser des outils comme cela, alors que les gens sont contre. Et j'espère que nos téléspectateurs ont réussi à se faire un avis mieux éclairé grâce à vous. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. La suite de LPL, c'est l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir le politologue Jérôme Fourquet. On va aborder de très nombreux sujets avec lui, et notamment celui de la campagne des municipales à Paris. Ça y est, les programmes se précisent, et notamment ceux de Rachida Dati et d'Agnès Buzyn. On voit ce qu'il en ressort avec Jérémy Heinzmann, et on en parle avec lui juste après. Vont-elles marcher sur les mêmes plates-bandes à Paris ? À 3 semaines du premier tour des municipales, Rachida Dati et Agnès Buzyn ont présenté les grandes lignes de leur programme. Priorité de la maire du 7e arrondissement, la sécurité. Rachida Dati souhaite une police municipale de 3400 agents équipés d'armes létales et 4000 caméras de vidéosurveillance, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Autre grand axe, la propreté. La candidate LR veut renforcer le pouvoir des maires d'arrondissement et moderniser les outils de nettoyage, avec un plan de 70 millions d'euros sur 3 ans. Je connais la réalité des Parisiens. Je serai leur maire de leur quotidien. Avant de promettre de grands projets qui ne verront jamais le jour, revenons déjà aux fondamentaux et au rôle du maire tel qu'il est défini dans le Code des communes. Je suis la seule alternative à Madame Hidalgo, parce que... évidemment, j'attaque pas la personne, j'attaque le bilan. Sécurité et propreté, 2 priorités justement du programme d'Agnès Buzyn, dévoilées en partie dans le journal du dimanche. Police municipale armée, policiers équipés d'une caméra piéton dans chaque patrouille. L'ex-ministre de la Santé propose aussi la création de managers de rue, responsables de la propreté. La candidate LREM assume les ressemblances avec Rachida Dati. Aujourd'hui, les priorités, ce sont celles des Parisiens. Ce qui serait ennuyeux, c'est que nous n'ayons pas toutes les mêmes priorités. Vivre dans une ville propre et sécurisée, et se sentir sécurisé, c'est quand même le minimum que l'on doit à des citoyens quand on est maire d'une ville. Autre point commun, le gel des impôts dans la capitale. Si les propositions des 2 candidates diffèrent sur le logement et les transports, leurs adversaires à Paris dénoncent eux les similitudes. Moi je vois un programme qui est axé sur sécurité et propreté, un programme qui de toute évidence parle à la droite. Je constate qu'il y a dans leurs propositions quelque chose qui relève du conservatisme, voire du retour en arrière. Toutes les deux ? Et que c'est assez proche. D'après un sondage récent, Anne Hidalgo arriverait en tête au premier tour avec 24% des intentions de vote, suivi de Rachida Dati avec 22% et d'Agnès Buzyn avec 19%. Allons plus loin, donc dans l'entretien de la semaine, nous recevons ce soir Jérôme Fourquet, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Politologue, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous avez publié un livre qui a fait grand bruit, souvent cité par les responsables politiques ces derniers mois, c'est L'archipel français, et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. D'abord, cette campagne à Paris, sécurité et propreté, ce sont les 2 thèmes de Rachida Dati et d'Agnès Buzyn. Certains se sont amusés ce week-end à relever les similitudes entre les 2 candidates, entre les 2 programmes. Comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est aussi parce que finalement LREM est assez proche de LR? Alors peut-être, mais aussi parce qu'ils ont sans doute identifié que c'était des attentes fortes de la part des Parisiens. On a vu les statistiques en matière de délinquance qui s'étaient dégradées au cours des derniers mois. On voit bien aussi pour vos téléspectateurs qui connaissent Paris que la propreté dans certains arrondissements laisse à désirer. Les 2 sont souvent liés, nous, dans les études qualitatives que l'on peut mener, en disant, voilà, quand il y a un endroit qui est peu entretenu, il y a un sentiment de mal-être ou et d'abandon, mais également du coup d'inquiétude qui peut exister de la part soit des habitants, soit des autres. Et donc, je pense que ces 2 femmes et leurs équipes ont identifié que c'était des points importants dans les attentes des Parisiens. On voit bien aussi le travail qu'a fait Madame Buzyn de mettre de côté immédiatement tous les grands projets
un peu pharaonique ou un peu structurant qui était proposé ou porté par Benjamin Griveaux, parce que les Parisiens ont manifestement envie de respirer. Et ils aspirent à une meilleure qualité de vie plutôt qu'à des grands projets assez... et beaucoup de travaux. Et beaucoup de travaux qu'ils ont eu à subir ces dernières années. Quand on voit des programmes aussi proches, est-ce qu'on ne se dit pas aussi que du coup ça va se jouer finalement sur les personnalités que sont ces candidats plutôt que sur le fond, plutôt que sur les idées? Puisque finalement c'est un peu la même chose qu'elles proposent, après tout, autant pour celles qu'on aime bien. Oui, alors je reviens à votre question précédente. Ouais. Il y a quand même, on l'a vu aux dernières élections européennes, toute une partie de l'électorat de la droite parisienne traditionnelle qui avait voté pour En Marche. Cet électorat-là est très fortement anti-Hidalgo. Et il y a une interrogation aujourd'hui pour cet électeur qui peut être un peu stratégique, c'est de se dire quel est le meilleur bulletin anti-Hidalgo? Est-ce que c'est de voter pour Rachida Dati, qui est historiquement proche plutôt de mes convictions, si on est électeur de droite, ou de faire le pari d'un vote La République En Marche qui sera plus fédérateur et qui pourra plus rassembler? C'est ce qui, je pense, a fait bouger les lignes depuis le début de la campagne, quand Cédric Villani s'est déclaré. Parce qu'à partir de ce moment-là, La République En Marche n'est plus apparue à Paris comme étant l'assurance tout risque contre Anne Hidalgo. Et donc aujourd'hui, on a une bataille pour essayer d'incarner le leadership, ce que dit Rachida Dati, le leadership de l'opposition à Anne Hidalgo. Le vote anti-Hidalgo. Le vote anti-Hidalgo. Ouais. Et on voit elles se battent sur des thématiques et des territoires électoraux qui, du coup, sont assez proches. Donc... Justement, regardons peut-être les chiffres de votre dernier sondage. IFOP Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio. Regardons, Anne Hidalgo est en tête des intentions de vote, quand même. Elle tient bon avec 24%, malgré ce front anti-Hidalgo. Elle est suivie de Rachida Dati, vous le voyez, qui est à 22%, et Agnès Buzyn est à 19%. Le spécialiste des sondages que vous êtes, pourrait-il dire, ça se joue dans un mouchoir de poche ou pas? Ou pas tant que ça? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que là... On est à un mois du scrutin, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Agnès Buzyn vient d'être désignée tête de liste, donc il faut lui laisser le temps de s'installer pour voir des éventuels effets, premièrement. Deuxièmement, on rappellera toujours que c'est une photographie à un instant T et donc pas une projection des résultats. Troisième élément, on l'a vu précédemment, on a des zones de concurrence très fortes entre au moins 2 des candidates. Et donc on va voir comment les choses vont évoluer. Et puis dernièrement, spécifiquement à Paris, là, nous sommes, par la force des choses, sur un sondage qui a ses limites, sur une photographie sur l'ensemble de la ville. Tout ça va se jouer arrondissement par arrondissement. Il y a certains endroits où on a des dissidents. L'ordre d'arrivée peut être un peu modifié. Il y a le 3e tour à Paris. Alors, il y a le 3e tour, mais il y a surtout le 2e tour. Oui, c'est le 2e tour, c'est-à-dire si Anne Hidalgo fait un score qui n'est pas forcément très élevé, à 24-25%, pour un sortant, c'est assez peu. Mais qu'en face, l'opposition à sa personne et à son projet et à son bilan se divise à peu près à part égale entre les listes LR et les listes LREM, elle a alors des chances non négligeables de s'en sortir. Il y a beaucoup de paradoxes parisiens. Aux dernières élections européennes, Paris est une des villes qui a voté le plus pour les écologistes. Ouais. Et là, ils sont à la peine. Ils sont à la peine pourquoi? Parce que Anne Hidalgo capte toute une partie de ce vote écolo. Est-ce qu'elle va être capable, on peut le penser, de faire l'union avec les écologistes au 2e tour? Donc dans ce cas-là, on aurait une gauche rassemblée. Et si jamais, dans la plupart des arrondissements, ça se joue en triangulaire, parce que on voit mal Madame Buzyn ou Rachida Dati retirer leur liste pour faire trébucher Anne Hidalgo. Dans ce cas-là, même en étant minoritaire sur Paris, Anne Hidalgo peut s'en sortir. Alors justement, le camp d'Anne Hidalgo, a-t-il des raisons de s'inquiéter ou reste-t-il serein? On va poser la question à David Assouline, le sénateur socialiste. Il est en salle des conférences avec Fanny Conquis. Il va nous livrer son analyse et il aura une question pour vous après Jérôme Fourquet. David Assouline, on l'a vu selon un récent sondage de l'IFOP, Anne Hidalgo est en tête dans les sondages municipaux à Paris, mais on l'a vu, Agnès Buzyn et Rachida Dati sont tout proches. Est-ce que ce sondage vous inquiète ? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais cela prouve que rien n'est joué, que la campagne est là, que les Parisiens vont se déterminer, et voilà, qu'il faut continuer à faire ce que fait Anne Hidalgo, c'est-à-dire être en positif, proposer son projet qui a été mûrement réfléchi, qui s'appuie sur une expérience qui est solide, et puis bien se rendre compte que Rachida Dati, qui est effectivement pas très loin,
eh bien c'est la droite, c'est le retour, c'est la revanche, c'est un retour en arrière qu'il faut absolument éviter parce que ce serait catastrophique pour Paris qui aime sa mixité sociale, qui met le paquet sur la transformation nécessaire pour qu'on puisse respirer, pour que la santé des Parisiens soit préservée, chose qu'elle nie complètement avec les vieux thèmes de la droite. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a même dit que c'était sa candidate et qu'il était d'accord avec elle et qu'il voterait pour elle. Et se rendre compte que Agnès Buzyn Est-ce que la n'offre candidature pas... d'Agnès Buzyn change quelque chose pour Rachida Dati par rapport à Benjamin Griveaux? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle copie beaucoup des propos de Rachida Dati et qu'elle n'est pas l'alternative à ce retour en arrière. Donc il faut absolument maintenant continuer cette mobilisation autour d'Anne Hidalgo pour poursuivre ces transformations. Pas de retour en arrière à Paris. Et je le répète, Agnès Buzyn nous parle de priorité sur la sécurité. Bien entendu que la sécurité des Parisiens, c'est important. Mais pourquoi le gouvernement dans lequel elle était il y a encore quelques jours a réduit à ce point le nombre de policiers? On nous dit que c'est l'apaisement, mais comment a-t-elle apaisé l'hôpital qui est en crise de nerfs permanente et qui est au bord de l'implosion? C'était elle qui était à la direction de cela. Donc il ne faut pas seulement avoir des mots. Sans beaucoup de programmes, on ne connaît pas encore le programme d'Agnès Buzyn. Moi-même, j'ai des choses à lui reprocher, mais beaucoup de Parisiens sont déçus de cette entrée en campagne d'Agnès Buzyn. Ils se disaient, bon ben voilà, peut-être que là, on va avoir une modérée, mais elle reprend tous les thèmes de la droite à Paris. David Assouline, vous le savez, Jérôme Fourquet est en plateau avec Rebecca Fitoussi. Je vous propose de regarder la caméra et de lui poser votre question. Oui, j'ai une question. C'était un test, cette élection municipale, pour le parti présidentiel qui, pour s'asseoir durablement dans la vie politique française, dans cette élection de proximité en profondeur dans le pays, devait montrer qu'il était là et qu'il avait transformé l'essai de la présidentielle et des législatives. Pouvez-vous nous indiquer à quel étiage il est globalement dans le pays, même s'il va peut-être s'abriter derrière d'autres étiquettes, et si cette greffe a pris ou pas? Merci beaucoup David Assouline, merci à vous Fanny, je vous laisse répondre évidemment Jérôme Fourquet. Alors encore une fois, la situation parisienne pour le coup est assez atypique, parce que bien que divisés, les marcheurs pèsent quand même de manière relativement importante ici à Paris. La victoire est loin de leur être assurée pour les raisons qu'on a évoquées. La division fait quand même beaucoup de dégâts, la dissidence Villani. Mais c'est un peu, si on veut, l'arbre qui cache la forêt, Paris. C'est-à-dire qu'ailleurs en France, pour ce qui est de ce qu'on peut en savoir au travers des enquêtes d'opinion qui sont réalisées, dans la plupart des villes où les marcheurs se présentent, et ils sont par construction la plupart du temps non pas des sortants mais des challengers, ils sont dans des situations qui sont très difficiles, avec des scores qui vont entre 5 et 15%. Donc un peu comme au début de la Ve République, quand le parti gaulliste a émergé, il y avait une locomotive au plan national qui était très puissante, le général de Gaulle, mais le parti a mis des années à s'implanter dans les territoires. Il y avait d'autres forces politiques, les radicaux, le MRP, la démocratie chrétienne, la SFIO, le Parti communiste, qui tenaient quand même pas mal le pays. Et là, on a un peu le sentiment que c'est la même histoire qui est en train de se rejouer à plus de 50 ans de distance, c'est-à-dire qu'il y a une existence et une consistance de la République en marche au plan national, aussi de manière assez symbolique à Paris, ville capitale, avec une sociologie très particulière, mais qu'ailleurs, l'entrée dans l'atmosphère et puis l'implantation risque de se faire assez douloureusement. Je voudrais qu'on regarde un autre sondage officieux, celui-là. On en parle depuis à peu près 24 heures. Alors du coup, on ne sait pas trop quel crédit lui accorder et vous allez nous éclairer, j'espère. Pour la première fois, le Rassemblement national serait donné en tête à Marseille. C'est le sénateur Stéphane Ravier qui arriverait premier au premier tour avec 25% des intentions de vote. Devant le Printemps marseillais qui regroupe plusieurs partis de gauche à 17%. Viendrait ensuite la candidate LR Martine Vassal, 15%. 15% aussi pour le candidat écologiste. L'ancien LR Bruno Gilles, qui se présente sans étiquette, les talonnerait à 14%. Et la sénatrice Samia Ghali serait à 9%. Que se passe-t-il à Marseille, Jérôme Fourquet? Alors, bien à Marseille, comme sans doute dans de très nombreuses villes françaises, on voit qu'on a pléthore de listes
qui se présentent. On a parlé de Paris avec cette dissidence des marcheurs. On voit qu'à Marseille, on a une dissidence à droite. Cette dissidence à droite s'accompagne de la présentation d'une liste En Marche. La gauche n'est pas rassemblée non plus à Marseille. Samia Ghali a fait sa liste dans son coin. Mais du coup, ça profite au RN. Alors ça profite au RN. Contrairement à Paris, le RN est, on le sait, historiquement implanté à Marseille. Le score n'est pas non plus faramineux, donc je ne sais pas de qui a fait cette enquête et si elle est sérieuse ou non, mais à 25% sur une ville comme Marseille, c'est quelque chose qui est assez raisonnable. Mais compte tenu de l'éclatement des forces politiques traditionnelles ou nouvellement émergées comme En Marche, qui s'opposent au RN, il y a une possibilité, on va dire, statistique ou mathématique qu'à 23, 24, 25%, vous soyez en tête au premier tour. Mais c'est au deuxième tour que et c'est au deuxième tour, change pour le RN. Et le RN, là, a une vraie limite, c'est qu'il n'a pas d'alliés. Donc il n'y a pas de réserve de voix. Donc il nous a habitués déjà à faire des scores en boulet de canon au premier tour, dans certaines villes, avec des niveaux de proches de 30%, aux municipales comme aux élections départementales ou régionales. On se souvient, par exemple, la nièce de Mme Le Pen, Marion Maréchal, aux élections régionales dans la région PACA, en 2015, était à 40% au premier tour. 40% au premier tour. Et elle fait 45% au deuxième. Donc là, on est sur des niveaux bien moindres, mais c'est la même logique. Tout ça nous montre qu'on a un paysage qui, depuis 2017, avec l'arrivée de La République En Marche, l'effondrement du PS, l'effondrement de la droite, maintenant la montée en puissance des écologistes, les tensions entre communistes et insoumis, on a un paysage électoral qui est très très éclaté, très archipélisé, selon la formule consacrée. Et donc les forces dominantes, Anne Hidalgo à Paris ou le RN éventuellement à Marseille, avec 23, 24, 25%, vous pouvez être en tête d'un premier tour. On y verra peut-être un peu plus clair dans 1 ou 2 jours, quand les listes seront officiellement déposées en préfecture et on verra qui sera sur la liste de départ. Un mot du cas de Perpignan, intéressant lui aussi. Vous l'avez étudié de très près avec Nicolas Lebourg dans une étude intitulée « Perpignan, une ville promise au Rassemblement national ?» Point d'interrogation. Évidemment, tout est dans le point d'interrogation. Alors là, on a un niveau pour le RN qui est un niveau de départ qui est encore plus élevé, aux alentours de 30%. Et là aussi, on a une situation d'extrême division avec différentes listes de gauche, des listes indépendantes, la liste du maire sortant qui se présente. Et là, le cas est un peu similaire à celui de Paris, en ce sens que marcheurs et droite convoitent le même électorat, pour le coup anti-lepéniste. Et donc on a des hypothèses de premier, mais surtout de deuxième tour, alors qu'il faut regarder avec prudence, on est encore loin du scrutin, mais qui montrent que dans le cas d'une triangulaire ou d'une quadrangulaire, Louis Alliot, le candidat du Rassemblement national, avec 35-40% des voix, pourrait éventuellement l'emporter. Donc on est dans des conditionnels et tout ça renforce Madame Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui, pour ses troupes, a tiré le signal d'alarme il y a quelques mois déjà, en disant il y a beaucoup de villes dans ma région, alors elle pense surtout, je crois, à l'ancienne région Languedoc-Roussillon, où s'il n'y a pas de rassemblement large au deuxième tour, le Rassemblement national pourrait éventuellement l'emporter. Un tout dernier mot quand même sur le RN, puisqu'il avait emporté une douzaine de villes en 2014, qu'a priori le bilan est plutôt positif si on écoute les habitants des villes concernées par ce maire RN. Est-ce que quand même progressivement le RN n'est pas en train de montrer qu'il est capable peut-être de gouverner, de gérer Alors, ce sera un des enseignements, vous avez raison, du scrutin. Est-ce que, contrairement à la précédente expérience du Front National au niveau municipal, c'était en 1995, et donc l'élection suivante, c'était 2001, est-ce que cette fois-ci, ils conservent leur mairie, ce qui montrerait qu'il y a un satisfecit des populations concernées? Dans différentes villes, cela semble assez bien engagé pour le RN. Sans doute qu'ils ne vont pas garder les 11 villes, mais ce sera un signal. Maintenant, vous voyez qu'on est quand même sur 36 000 communes en France. Ils en gèrent une dizaine ou une douzaine. Marine Le Pen aspire à être la principale opposante à Emmanuel Macron. Il faut non seulement garder les villes, mais aussi sans doute en conquérir des nouvelles pour montrer qu'il y a une vraie dynamique. Et là, l'affaire semble peut-être un peu plus compliquée. On fait un petit écart de thématique. Ce week-end, Emmanuel Macron était au Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État y a passé 13 heures samedi. L'occasion pour lui de distiller des petites phrases à droite à gauche, c'est le cas de le dire. On a retenu cette séquence qui peut être intéressante à analyser. Je voudrais qu'on la regarde et on en parle après.
La mise en place du RIC, ce serait bien aussi. Vous parlez de démocratie, soyez vraiment démocratique. Mais la démocratie, vous savez, c'est ce qu'on fait avec la Convention citoyenne, c'est ce qu'on fait avec des parlementaires qui sont élus et qui choisissent, c'est la démocratie. Elle est pas. Non, c'est pas une réelle démocratie. Regardez, vous avez tout le monde dans la rue. Vous avez du monde dans la rue. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue, je suis très sensible. Venez dans la rue. Alors moi j'ai trop de travail malheureusement pour pouvoir venir dans la rue. Moi aussi j'en ai du travail, je fais 6 jours sur 7. Mais moi je vous écoute. Oui. Mais moi aussi, je vous entends. Et donc j'essaie de vous dire que parfois aussi vous êtes en colère sur des choses qui ne sont pas vraies. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que cela dans la rue et je travaille trop pour venir voir ce qui se passe dans la rue. Quel enseignement vous tirez d'une telle séquence, sachant qu'on est dans une France post-Gilets jaunes, post-grand débat? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle dit qu'il y a un fossé très profond qui s'est creusé entre toute une partie de la population et Emmanuel Macron. Ce n'est pas le premier président de la République à être impopulaire, un peu plus que passer la mi-mandat. Mais cette impopularité, elle s'est durablement enquistée, incrustée. Et le fait que, pour le coup, il a raison, en termes de gilets jaunes ou même de manifestations contre les retraites, la mobilisation baisse, mais le fait même qu'elle se poursuive, qu'on soit à l'acte 60 ou 61 des gilets jaunes, s'il y a encore quelques centaines ou milliers de personnes tous les samedis dans les rues de France, qu'il y ait encore des grèves dans certains secteurs de notre économie, ça montre que toute une partie de la population française est très très remontée contre ce pouvoir. Les braises sont encore là. Les braises sont encore là et que ce qu'on évoquait tout à l'heure, tout ça rend encore plus compliqué l'implantation au niveau local des candidats qui se revendiquent de La République En Marche, parce que non seulement ils sont outsiders, mais ils ont en plus un climat national qui n'est pas porteur, avec une défiance qui est quand même assez forte. Il nous reste très peu de temps. Je parlais de votre livre phare, mais je voudrais qu'on y revienne vraiment, L'archipel français. Vous y décrivez une nation morcelée, divisée, fragmentée, fracturée, des divisions culturelles qui s'accélèrent depuis une vingtaine d'années. Je résume pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas encore, ce livre. Ce qui m'amène à vous parler de la lutte contre le séparatisme voulu par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a fait un déplacement à Mulhouse sur le sujet la semaine dernière. On réécoute en quelques secondes ce qu'il a dit et vous me dites ce que vous en pensez. Notre ennemi est à ce titre le séparatisme, c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies, qui est une volonté de quitter la République, de ne plus en respecter les règles, d'un mouvement de repli qui, en raison de croyances et d'appartenance, vise à sortir du champ républicain. Et ça n'est pas acceptable. Alors, on voyait un chef de l'État qui peut-être n'avait pas compris ce qui se passait dans la rue, mais est-ce que là, il a peut-être compris ce qui se passe sur le plan du communautarisme ou du séparatisme? Est-ce que le mot est peut-être plus proche d'ailleurs de ce que vous dites, archipélisation de la société? Alors, s'il emploie le terme séparatisme, c'est à dessein, c'est pour montrer qu'on est à un stade supérieur que celui du simple communautarisme et qu'il y a une volonté avérée dans certains territoires de, comme il a expliqué, faire nation ou société à part et de se détacher de la République. Il y a une prise de conscience manifeste de la part du président de la République qui peut-être, sur ces sujets, n'avait pas tous les capteurs, en tout cas quand il a été élu, ou qu'il n'avait pas forcément comme tropisme naturel de regarder ce qui se passait de ce côté-là. Et on était sur un logiciel qui peut-être n'était pas complètement à jour. Depuis des travaux comme celui du professeur Rougier ou d'Hugo Micheron, de l'équipe du professeur Keppel, ont montré comment, dans certains quartiers, les choses s'étaient très fortement dégradées, s'étaient durcies. Et ce qui était frappant dans le propos du président de la République, de mon point de vue, c'est qu'il parle de dizaines d'années. Et ces chercheurs ont montré que le travail d'implantation des salafistes remonte au moins à la fin des années 90. Donc ça fait 20 ou 20 ans que les choses se sont mises en place progressivement. Il y a une espèce d'incubation. Alors, ce n'est pas tous les quartiers français qui sont concernés, bien évidemment, mais dans certains territoires, et les enquêtes de l'IFOP le montrent, on a, par exemple, un quart à 30% de la population de confession ou de culture musulmane qui déclare que la charia doit être placée au-dessus des lois de la République. Et ces proportions sont encore plus fortes dans les jeunes générations. Là, on monte à quasiment 40%. Donc, il y a des sujets très sérieux à regarder. Il n'y a bien évidemment pas d'amalgame à faire, mais il faut sans doute les affronter. Et pendant trop longtemps, soit on les a mis sous le tapis, soit on les a peut-être minimisés. Le président de la République, en prenant ce terme de séparatisme, a voulu frapper et marquer les esprits. On verra ensuite si les actes suivent et si les solutions qui sont proposées sont à la hauteur, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Encore une fois, les choses se sont détériorées progressivement depuis une vingtaine d'années. Et il va être maintenant assez compliqué
en un laps de temps court, de faire machine arrière. Merci infiniment Jérôme Fourquet d'avoir été notre invité dans l'entretien de la semaine. Je renvoie une nouvelle fois à ce livre que vous avez publié il y a quelques mois maintenant, L'archipel français, mais qui est beaucoup repris. Merci à vous. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir est Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Et puis demain matin, vous retrouvez comme tous les jours Oriane Mancini dans Bonjour chez vous entre 7h30 et 9h. Son invité politique demain, Virginie Duby-Muller. Elle est vice-présidente du parti LR. Très bonne soirée sur Public Sénat.